Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, en tout cas dans Info Politique. On espère que vous êtes en forme, que vous avez passé de bons moments et qu'avec nous, ce soir, vous allez prendre le temps de comprendre ce que nos invités vont vous dire. Bonsoir, mesdames. Eh oui, Bonsoir. un plateau de femmes, c'est quelque chose. Bonsoir. Alors, nous avons sur ce plateau Juliane Landrieux. Julie Changpin. Et Vanessa Barry. et alors, quelle est la fonction de chacun? Alors, Julie est donc accompagnante en parentalité et Vanessa est naturopathe. Voilà. Et vous êtes Moi, je suis Juliane Landrieux, entrepreneur, hétéroclite. Voilà. Multifacette, femme avec Elle une l'aurait dit. multitude de facettes. Voilà. Elle l'aurait dit différemment, ça aurait sans doute changé un peu les choses. Mais on va faire avec ce qu'on a, et ce qu'on a, c'est déjà beaucoup. Et croyez-moi, d'avoir ces dames sur ce plateau, c'est quand même rafraîchissante. Et on va essayer d'aborder le thème, Donc, Julie. Aujourd'hui, on parle toujours de violence domestique. Donc la place de l'enfant dans la société réunionnaise, et on va surtout un petit peu se focaliser aujourd'hui sur les fonctions de mes invités. Voilà. Donc qu'est-ce qu'est une accompagnante en parentalité, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que toi tu fais, et j'aimerais parler des ateliers que tu proposes dans les écoles en ce moment et le cheminement vers ces ateliers et pourquoi tu as décidé de mettre ça en place. Ok. Voilà. On y va. Donc, on y va. On y Alors, va. donc Julie, j'ai eu pas mal de questions, donc je pose des questions sur les réseaux sociaux. Oui. Par rapport aux émissions, donc les gens qui ont envie d'avoir des réponses sur la parentalité. Mhm. Et on m'a beaucoup posé la question sur c'est quoi un accompagnant à la parentalité? Est-ce que c'est quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire avec ton enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qui te commande? Voilà. Donc en gros, c'est un Ouais. petit peu les retours qu'on a. Je sais que avant tu utilisais le mot coach et que tu as décidé de changer, donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de Tout à fait. cela. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ce que tu fais et pourquoi tu le fais? Ouais. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Alors déjà, pour rassurer les parents, non, c'est pas quelqu'un qui dit comment faire. Il y a aucune obligation. En général, des accompagnants que je connais, il y a personne qui dicte une façon de faire. Mais c'est vrai qu'un accompagnant à la parentalité, en général, il se base sur les souhaits du parent, sur les valeurs familiales qu'il souhaite véhiculer, et ensuite il adapte un accompagnement en fonction de ce que de ce que désirent les parents en fait. D'accord. Voilà. Et en quoi... Sauf si, Ouais. excuse-moi, Vas-y, sauf si vas-y. bien sûr les parents disent bon ben moi je suis pour donner la claque, alors aide-moi, prépare-moi un accompagnement pour pouvoir donner la claque sans culpabiliser, ce genre de choses. Bon voilà, après il y a aussi des choses qu'on fait en conscience. Il y a des... Ça m'est déjà arrivé. D'accord. Oui, oui. Donc Ok. voilà, donc là pour le coup, ben, ce que je propose, c'est toujours un accompagnement aux parents en plutôt axé développement personnel en fait. Voilà, D'accord. où Donc on- un travail sur soi. C'est un petit Voilà. peu de ce dont on parlait la dernière fois dans l'émission. On expliquait, on nous a posé la question, c'est quoi être un bon parent au Ouais. final? Ouais. Et je trouve que ça, c'est vraiment travailler d'abord sur soi. Et moi, c'est vrai que ma réponse, ça a été travailler d'abord sur soi et ensuite pouvoir apporter ça aux enfants. Donc, comment est-ce que toi, tu approches le développement personnel pour un parent allié à la parentalité, justement? Eh bien, d'abord, on parlait des autoroutes lors des émissions précédentes, donc avec Caroline Tessandier, qui était aussi invitée. On établit d'abord l'autoroute, les limites à ne pas franchir, ce qu'on veut pour son enfant, ce qu'on ne veut pas. Et puis, bien souvent, on en arrive à notre propre éducation, celle qu'on a reçue, les choses qu'on a envie de véhiculer encore et celles qu'on ne veut absolument pas. Et du coup, là, on fait un retour réflexif sur soi-même. J'utilise quelques outils. Souvent, j'utilise l'ikigai parce que souvent aussi, les mamans qui viennent me voir, ce sont des mompreneurs. Alors, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi l'ikigai pour les gens qui nous regardent? C'est ce que j'allais demander de toute façon. Tout à fait. Voilà, parce que nous, on est assez familiers avec ce genre de jargon, mais c'est vrai que voilà, si tu peux expliquer. Ouais, c'est un outil de développement personnel japonais. Oui, Ouais. exactement. Donc japonais qui aide à centrer en fait, à se connaître soi-même et à ouvrir un peu la voie sur qui on est vraiment et ce qu'on voudrait faire, ce qu'on aimerait apporter au monde, voilà. Alors, je vais expliquer à nos chers téléspectateurs. En fait, ikigai en japonais veut dire mission de vie. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc, on travaille sur quatre aspects spécifiques. Donc, ce qu'on aime faire, ce qu'on peut apporter au monde. Aide-moi parce que je ne sais plus les deux autres. Ce qu'on veut donner et comment on peut le transformer en travail.
Voilà, quelque chose comme ça. Donc, comment on peut transformer une passion, en gros, plus ou moins, c'était ça la base de l'ikigai. Comment transformer une passion en quelque chose qui nous rapporterait de l'argent et qui nous permettrait de remplir notre mission de vie dans ce sens-là. Tout en contribuant au monde. Tout en contribuant au monde. À son échelle, parce que faut pas se dire, oui, parce que par échelle. exemple, je sais qu'on est toutes présentes là et notre mission de vie, c'est de changer le monde, mais on le fait toutes aussi à notre échelle. Et je trouve que l'ikigai, c'est un bon début vers le développement de soi. Est-ce qu'on peut épeler le mot? Oui, ça c'est... I-K-I-G-A-I. Voilà. Et ça se prononce Ikigai. Ikigai. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est un concept japonais. Et en fait, les Japonais, eux, ils l'utilisent pratiquement dans tout ce qu'ils font. Il y a... Dès l'école, en fait. Ouais, dès l'école. Dès l'enfance. Donc, même, voilà, ancré dans le système d'éducation au Japon, c'est quelque chose qui fait partie intégrale et intégrante, ça se dit ça, voilà, de l'éducation au Japon. Donc c'est hyper intéressant. C'est aussi une forme de vie qui te permettrait de vivre plus longtemps. Ah. Ouais. Donc si tu trouves ton ikigai, quand tu as trouvé ton ikigai dans la vie, tu es censé vraiment te donner corps et âme là-dedans, comme je dis mind, body and spirit, donc voilà, corps, esprit et âme. Et du coup, tu vas aller dans ton cheminement de vie jusqu'au plus loin que tu peux aller dans ta longévité. Et du coup, voilà, parce que tu fais quelque chose que tu aimes. Et je prends l'exemple de, par exemple, Hayao Miyazaki. Donc, Hayao Miyazaki, c'est un réalisateur de films, de mangas, pour enfants, soi-disant, mais bon, je trouve que c'est un peu plus adulte. Et lui, aujourd'hui, il a pris sa retraite, mais il continue encore à dessiner. C'est ça son ikigai à lui. Donc jamais il s'arrêtera de faire ça, et ça veut pas dire qu'il a oublié de vivre à côté, et qu'il n'a pas eu de femme, pas d'enfant, etc. Mais c'est quelque chose qui lui permet de continuer à vivre et de continuer sa passion à travers son ikigai. Donc c'est super important, je trouve et j'aime bien cette approche que tu as du coup avec les parents. Et oui. Mais bien, finalement, ce sont des éléments qui font partie d'un chemin de vie. Oui, tout à fait. D'accord, ça constitue l'ensemble. Ça constitue en tout cas constitue les une éléments vision d'ensemble. D'accord. Ouais. Voilà. Les éléments essentiels de ce qui amène l'individu à avancer, qui le pousse à avancer ou qui le fait pousse avancer. à avancer et qui l'amène à conscientiser en fait son avancement. C'est super important de se dire j'en suis là à un moment donné de ma vie et voilà où est-ce que j'ai envie d'aller encore. Parce que bien sûr, on a tous envie d'aller toujours plus loin. L'ikigai change à un moment. Après, oui, après aussi, il faut accepter qu'il y a des gens peut-être qui n'aient pas envie d'aller... Enfin, il y a des gens qui se contentent aussi de choses, et ça aussi, c'est OK. Souvent, je dis, voilà, en tant que mentor, on peut accompagner la personne jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'elle veuille. Et puis après, au bout d'un moment, si elle ne veut plus, on peut pas forcer. C'est pas notre rôle, de toute façon, en tant que mentor, en tant qu'accompagnant, de forcer les gens à changer. C'est de les accompagner à travers ce changement et de leur donner des outils qui leur permettront de vraiment de le faire de manière très calme et aussi le plus facilement possible, en fait. Je vais pas dire qu'il y aura pas des conflits, mais réduire ces conflits-là. Ouais. Et du coup, moi, par rapport à ce que tu disais, je voulais rebondir sur quelque chose. Tu disais qu'il faut définir nos autoroutes et nos valeurs. Est-ce que tu rencontres, dans certains cas, que certains parents, certaines familles que tu suis, des gens qui ne savent pas vraiment quelles sont les valeurs de leur famille ? Oui, parce qu'ils se sont jamais posé la question. Ça arrive. Et puis du coup, je les amène à se poser ces questions-là avec mes propres questions, mes propres documents, et puis on établit ça ensemble. Mais c'est vrai que souvent, en fait, la grande difficulté, c'est que lorsque je rencontre des papas et des mamans, la grande difficulté, c'est qu'ils sont pas d'accord entre eux, en fait. Déjà, de base. Voilà. Donc, ce qui n'est pas très grave en soi. Mais ce point est important parce que souvent, ça détermine l'évolution. C'est pas tant un désaccord, c'est surtout les approches qui sont différentes. On verra ça dans un instant sur les questions que je vais poser. Mais avant, je voudrais quand même revenir sur un point. C'est on est en train de fixer un petit peu la base de ce que vous allez déterminer, plus ou moins, déployer comme information. Mais là-dedans, est-ce qu'il y a une chose que vous, par exemple, vous n'abordez pas comme elle, pardon? Non, parce que je suis vraiment sur cette conviction où à partir du moment où l'adulte est dans l'expression de soi avec vraiment une authenticité et un alignement dans ses passions, dans ses valeurs, c'est le meilleur moyen aussi d'accompagner l'enfant. Et là où je trouve vraiment intéressant
d'être accompagnée justement par une accompagnatrice à la parentalité, c'est qu'elle va pouvoir fournir les outils pour que le parent puisse évoluer et remodifier ou réutiliser ces outils en fonction de l'évolution de la structure familiale. Alors, dans ce qui s'est dit, est-ce qu'on a validé la place de l'enfant? C'est ça qui nous tracasse le plus, ou c'est d'abord ce que nous sommes et les hésitations que nous avons, les questionnements que nous avons? Est-ce que quelque part aussi ces divergences que nous avons en nous et ces questionnements que nous continuons, est-ce que ça n'ébranle pas un petit peu cet itinéraire que nous essayons de tracer pour nos enfants? Après, c'est vrai que on travaille beaucoup aussi quand on devient parent. Après, c'est mon expérience aussi. Quand on devient parent, on apprend à se déconstruire pour se reconstruire. On revoit aussi, on a une vision du rôle de parent qu'on veut tenir avant de l'être, qu'une fois qu'on est là, on se dit « Ah mince, non, ça ne me correspond pas », parce qu'on s'est basé sur ce que nous, on a vécu, sur ce que nous, on a reçu de nos parents. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, j'ai conscientisé, pour ma part, qu'il est important d'évoluer, moi, pour que lui puisse évoluer en dehors de la sphère parentale. Alors, vous allez m'excuser si je mets le pied dans le plat, mais je vais faire quelque chose qui va sans doute vous poser au moins une question, c'est de savoir, est-ce que à ce moment de l'émission et à ce moment de votre vie, est-ce que vos certitudes sont des certitudes ou vous avez encore des questionnements, vous vous remettez en cause des choses? C'est un peu ce que j'allais dire, c'est jamais figé au final. Oui. Tout ce qu'on traverse, je pense, on est toujours en évolution. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Et puis, notre enfant grandit aussi. Toi, ta petite, elle a que 2 ans. Lucas, il vient d'avoir 7 ans. Moi, la mienne, elle a 5 ans. Donc, je veux dire, déjà, les 5 dernières années, comment on a évolué, toi, les 2 dernières années, toi, les 7 dernières années, je me dis, c'est énorme. On n'est pas la même personne quand on avait commencé et quand on est là. Et dans 5 ans... Et je pense que ce serait une erreur de se dire, j'ai lu tel livre, je sais ce qu'il faut savoir sur l'éducation positive, bienveillante, consciente, comme vous voulez l'appeler. Et ce serait une erreur de se dire, c'est bon, je sais tout et maintenant, je vais mettre en application. Parce qu'en plus, entre-temps, votre enfant, il grandit, ses besoins, ils changent, sa maturité, elle est complètement différente. Donc du coup, il faut sans cesse s'adapter. Moi, je pense que je dois me remettre en question... Une fois par jour? Non, pas autant, mais au moins 2-3 fois le mois, en fait, par rapport à ma parentalité. Donc, c'est super important de se dire que on reste pas focalisé sur ses acquis. Il faut essayer de renouveler les expériences, renouveler les informations, les bonnes informations, ça c'est super important. Et voilà. Et ma question est celle qu'un homme, je suis un homme, je vais quand même la poser en tant qu'homme, c'est la place du père dans ce que vous faites là aujourd'hui. Est-ce que le père a une place prépondérante? Est-ce que ce père, déjà, a voulu une place? Est-ce qu'il a défini sa place? Est-ce qu'il veut y prendre part? Ou est-ce que il reste un petit peu au large et il regarde faire et il profite de son enfant de temps en temps? Alors, moi, si je peux me permettre, je rejoins Julie tout à l'heure. C'est vrai que quand on a les 2 parents qui sont sur des visions éducatives différentes, il est difficile à chacun de trouver sa place, de prendre sa place et d'accompagner. Donc, on arrive à un certain moment où on est dans un cheminement éducatif qui est compliqué pour l'enfant parce qu'il y a souvent... des croisements qui se défont et que l'enfant il finit par ne plus savoir aussi comment évoluer à sa propre manière. Et puis je pense qu'aussi à un moment donné, il joue un peu de ça l'enfant parce qu'il sait que papa, par exemple, juste pour énerver maman, il va dire oui, et vice versa d'ailleurs. Hein, c'est pas voilà. C'est ça. Mais la place du père, elle est voilà. Moi, je trouve que c'est une question large et vaste. C'est une question. D'abord, elle n'est pas large. Elle se veut très précise. Pourquoi? Parce que non pas pour critiquer l'un ou l'autre. C'est juste pour se dire qu'aujourd'hui, l'éducation de l'enfant n'est plus seulement l'affaire du père ou de la mère ou des deux. C'est d'abord l'affaire de l'enfant. Parce que l'enfant commence à comprendre que son père n'en a plus les mêmes valeurs
dans son éducation. Parfois, il est juste là, il passe un peu de temps avec, il s'amuse, parce qu'il a choisi cette... Je ne critique pas, hein, ni l'un ni l'autre, mais il y a aussi cette situation-là. Autour de cette table, je ne pense pas que c'est un secret de dire que le père n'a pas un rôle aussi important qu'ont eu d'autres pères dans d'autres situations. C'est un fait. Mais ce qui est important en plus de dire, c'est que l'éducation se fait quand même. Et c'est ça qui est important. C'est que l'enfant évolue. Et c'est pas la place du père ou de la mère qui est important. C'est la place de l'enfant. Savoir comment l'enfant s'en sort dans une situation où le père ou la mère n'a plus j'allais dire, ce rôle, n'a plus cette même présence. Et ça, c'est important aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Je ne vais pas expliquer, je ne vais pas donner des raisons, mais aujourd'hui, la cellule familiale se disloque. C'est transformé, oui. Elle est différente. Je dirais pas qu'elle se disloque, mais je dirais qu'elle est différente. Mais c'est pas forcément différent pour tout le monde. Et tu as utilisé un mot dans ta formulation, c'était choisi. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a un moment donné, on choisit d'être là ou de ne pas l'être. Et aussi, on choisit parfois d'être là en fonction de ce qu'on connaît. Et pour nous, ça suffit. Si je parle de mon expérience personnelle, par exemple, avec le père de mon enfant, donc ça fait 3 ans et demi qu'on est séparés, nous, il choisit d'être présent comme il le peut, comme il le vit, comme il le ressent. Et comme il le veut aussi. C'est sûr que c'est pas évident pour moi en tant que maman, parce que du coup, c'est vraiment un schéma dans lequel moi, je me retrouve souvent toute seule. Enfin, je prends toutes les décisions pour ma fille. À la limite, je le tiens au courant, mais il n'y a pas de réelle communication. Et c'est lui qui le choisit. Parce que, par exemple, moi, si je décide moi, pour moi, il doit être au courant de tout ce que je décide. Et d'ailleurs, en amont, on est censé prendre des décisions ensemble, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais ça, c'est son choix à lui. Moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? C'est continuer à vivre et à éduquer mon enfant avec les circonstances qui me sont offertes. Et ça, c'est très important. Les circonstances que j'ai aujourd'hui me permettent de faire ça, de ne pas faire ça, d'aller faire ça. Et à un moment donné, je peux pas être à la place de l'autre et décider pour lui. Et je pense que ça, c'est important. Bon, moi, je suis une famille monoparentale. C'est encore un autre truc. Il y a les familles qui sont avec les 2 parents, comme toi, Julie, par exemple, où je pense qu'il y a eu peut-être certains moments où il y a eu des discordances, mais je pense que c'est quand même assez communicatif aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a été vraiment ton cheminement, toi, du coup. Du coup, pour répondre aussi à ta question, moi, mon mari, il est vraiment très, très, très présent pour ma fille. Parfois même, ça m'envahit. Je me dis, arrête un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... On retrouve tout, bien sûr. Et au final, j'en suis vraiment très heureuse. J'ai failli dire, j'ai de la chance. Mais non, c'est pas de la chance. C'est un choix, comme on disait tout à l'heure. Fait, ouais. Donc, son papa décide d'être là pour elle, d'être présent. Et de participer à toutes les décisions. Et effectivement, il y a des désaccords, mais on arrive à en discuter, on arrive à trouver des compromis, et tout ça toujours dans le bien-être de l'enfant. Voilà. Oui, à la fin, tu la mets, elle, au centre de vos décisions, bien sûr. Pour son bien-être à elle et pour son évolution. Ouais, tout à fait. En estimant que aussi cet enfant ne t'appartient pas et qu'elle a son propre cheminement à faire. Il a placé. Voilà, exactement. On y vient. Voilà. Juste pour dire que je vais juste faire un coucou à ma mère, parce que moi, j'ai pas eu de père. On a grandi, 3 garçons qui ont grandi avec leur mère. Et pas pour critiquer ou pas pour jeter l'opprobre à qui que ce soit, mais juste pour dire que il faut aussi, dans cette société où la femme, il y a aussi des hommes qui gardent les enfants, qui s'occupent de leurs enfants, mais ces personnes seules, souvent, qui prennent tout à bras-le-corps, de la naissance au moment où l'enfant s'en va. Et je veux juste, moi, montrer que parfois, il faut aussi du courage. Et là, c'est bien à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui se sont battus tout seuls, qui se sont battus, mais parfois vraiment, on se demande où est-ce qu'ils ont trouvé la force, l'énergie, le courage. Moi, je me demande. On en parlera juste après. On prendra un exemple juste après. Mais au moins, aussi dire ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu un père ou une mère que forcément, ça n'a pas marché. Au contraire, la vie est faite de moments particuliers. C'est comme ça. Et après, il faut s'en sortir. Je veux juste dire merci à ma mère,
et à mes frères aussi, et aussi à tous ceux qu'on rencontre, qui, chaque jour, sur notre route, nous donnent un coup de main pour avancer. Et ça, c'est important. C'est important parce que, juste pour terminer là-dessus, d'une façon ou d'une autre, l'éducation, ce n'est pas seulement une maman et un papa, c'est la volonté de s'en sortir. Et s'en sortir, tout le monde a envie. Et je crois que merci à ma mère, merci à tous, à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui finalement nous ont montré que la route, c'est à nous de la tracer. Et je pense que là, on est à ce moment-là. Et d'ailleurs, Julie, la question elle revient finalement. À quel moment on se dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné? Pour moi, pour moi, c'était il y a 3 ans et demi déjà, quand j'ai pris la décision de quitter le père de mes filles. Mais même là, il y a des moments, même, je crois que je lui ai encore dit il y a 3 jours, moi, je comprends pas qu'un enfant malade, vraiment malade, donc qui est pas bien du tout, qui ne mange pas depuis 3 jours, comprenne pas de ses nouvelles. C'est ton enfant aussi, et ça c'est émotionnellement, je sais que je n'ai pas à le prendre et je ne le prends pas, mais c'est juste que après 2 nuits blanches, 3 jours de maladie pour ma fille et pas un seul message pour savoir comment elle va, moi en tant que parent, juste en tant que parent, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Oui, ce sont basés sur mes valeurs. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, c'est ton enfant, tu sais qu'elle est pas bien. Au moins, envoyer un texto pour prendre de ses nouvelles. Ce qui a résulté à la fin des 4 jours où elle était pas bien, que ma fille ne voulait pas parler avec son papa. Voilà, quand il a appelé. Donc ça, c'était... Voilà, on parle encore de la notion de choix. Je suis pas dans le jugement aujourd'hui avec lui, vraiment. Parce que j'estime que, voilà, de toute façon, moi, je fais ce qu'il faut à côté et je sais que moi, je suis là pour elle. Et je sais que ma fille pourra toujours compter sur moi. Donc ça, déjà, moi, je trouve que c'est déjà bien parce que on peut pas forcément se dire... tout le monde peut pas forcément dire qu'on peut compter sur quelqu'un. J'ai des amis aujourd'hui qui me disent à moi, alors que je suis là, présente, ouais, j'ai l'impression que je peux compter sur personne. Non mais déjà, je suis là en face de toi, donc déjà, tu peux compter sur moi. Mais il y a plein de gens qui se sentent seuls et qui se disent, oui, ils peuvent pas compter sur les autres, ils peuvent pas compter sur quelqu'un, ils ont pas un soutien. Donc je pense que c'est important de se dire, je peux compter sur cette personne-là au moins. Tu dis que ta fille peut compter sur toi, mais je pense que le plus important, c'est que ta fille sache qu'elle peut compter sur toi. Tu vois, c'est ça la reformulation est importante. Ouais. Je pense que dans ce cas précis, c'est que ta fille, elle sait que tu es là. Oui. Donc ça, c'est pas. Voilà. Ce qu'elle a besoin, c'est de son père qui n'est pas là. C'est ça la différence. Mais elle est tellement habituée à ce qu'il ne soit pas présent qu'elle n'a pas ce besoin. Justement. Voilà. Non, elle a ce besoin. Si, je suis désolée. Alors le truc, c'est que je pense que par rapport à un cas comme ça, je pense qu'il y a plein de femmes qui sont dans mon cas, qui sont mamans solo et qui éduquent leur fille, voilà, on va dire seule, parce que vu que le père n'est pas forcément présent dans les décisions. Après, voilà, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de dire, c'est que quand il l'apprend, je sais qu'il s'en occupe. Mais par exemple, là, elle est pas bien et elle a 39 de fièvre, je sais que je peux pas la laisser là-bas parce que je sais aussi qu'il va pas forcément être disponible émotionnellement pour s'occuper d'elle quand elle est comme ça. Donc je préfère l'envoyer quand elle est bien. Et puis moi aussi ça me rassure, tu comprends? Donc je suis arrivée à ce stade-là. C'est ça en fait. Oui, c'est ça, bien sûr. Toi, mais bien sûr. Mais parce que je sais que elle me l'a dit, elle veut pas aller, elle veut aller que quand elle est bien. D'accord. Tu vois? Okay. Donc ça, c'est important aussi d'écouter ma fille. Bah oui, je lui ai demandé aussi. J'ai encore demandé ce matin. J'ai dit, tu veux aller ce soir? Et elle m'a dit non. Non, je veux pas, je veux aller quand je vais bien. Les enfants savent très bien aussi, au fur et à mesure, s'adapter au choix, au positionnement et à la place que le parent prend auprès de l'enfant. Je pense qu'à un certain moment, en fonction de l'investissement, en fonction des comportements, en fonction de la communication, l'enfant sait très bien aussi que papa est plus dans la communication, maman est plus dans le câlin, j'ai besoin à ce moment T, que ce soit les familles séparées ou dans l'union, l'enfant sait très bien prendre cet équilibre d'un parent à l'autre. À partir du moment que le parent aussi donne avec cœur et en respect à ses valeurs, l'enfant sait très bien faire son équilibre de ce qu'il reçoit.
Oui, du coup, tu veux dire que c'est pas forcément le temps qu'on passe avec l'enfant ou l'investissement qu'on a, mais c'est plutôt dans le moment T, Voilà. ce qu'on donne avec cœur et conscience à l'enfant en remplissant ses besoins sur ce moment-là. Parce que je C'est ça pense que tu que veux dire. voilà, Ouais. chaque parent aussi donne en fonction de ce qu'il a reçu et de ce qu'il est. Donc il y a celui qui a déjà travaillé sur ses blessures, il y a celle qui sait déjà où elle est, et donc on va transmettre les choses différemment. Et les enfants de nos jours, ils sont assez ouverts, que ce soit de cœur ou énergétiquement, pour pouvoir prendre ce qu'ils ont besoin au moment T en fonction de chaque parent. Je dirais c'est l'enfant qui va décider ce qu'il peut prendre ou pas. Mais toujours, C'est important. voilà. D'accord. On aura beau donner et faire de notre mieux, Ouais. l'enfant prendra aussi ce Prendra ce qu'il a pour besoin de grandir. prendre. C'est Voilà. important que l'enfant soit Voilà. capable de discerner je dirais l'apport du parent, parce qu'il y a des parents qui sont capables de faire des choses, il y a d'autres qui font d'autres choses, et c'est vrai que l'enfant s'habitue facilement à ça et prend ce qu'il a besoin. Ouais. Et Je te rejoins. Oui, voilà. Je te rejoins sur le fait où tu disais tout à l'heure, l'enfant ne nous appartient pas. Oui, Non, c'est non. Il ça. saura faire Bien ses sûr. propres choix. C'est nous en qui lui fonction- appartenons, parce que c'est ça l'erreur que nous Ouais. commettons. C'est nous qui lui appartenons, parce que nous lui faisons ce qu'il attend de nous. Et Je crois que je Allez-y. vais bien rebondir sur cette Allez-y. Non, non, Allez-y. je comprends l'idée, et c'est vrai que dire que on appartient à l'enfant, ça me dérange un petit peu. Voilà. Voilà, c'est parce Moi que aussi. il peut pas faire ce qu'il veut de nous, parce que voilà, on est dans Il ne une peut pas faire ce qu'il veut de nous. Non. C'est vrai. tout à fait. Bah, Mince alors. Je vous raconterai la suite après. Ok, Je vous écoute. ok. Non, mais c'est vrai que je pense vraiment que c'est une erreur de penser comme ça parce que on n'appartient pas à l'enfant. En fait, l'idéal serait une relation respectueuse où tu es là, je suis là quand tu as besoin de moi et vice-versa, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement, ça a l'air très beau, aussi, très je pense magique que comme ça. c'est important de ce que tu viens de dire, mais aussi de pouvoir formuler que des fois, on n'est pas forcément disponible émotionnellement à ce moment-là où ton enfant a besoin de toi, Bien sûr. et de pouvoir lui dire. Et j'ai encore eu cette conversation-là avec ma fille il y a 10 jours, en lui disant, tu sais, il y a des fois, j'ai vraiment besoin de prendre le temps parce que toi, tu étais en colère et tu m'as fait une crise de ouf pendant 20 minutes. Donc moi, maintenant, toi, tu t'es calmé parce que j'ai pris le temps, mais maintenant, c'est moi qui ai besoin de prendre du recul, de prendre 5 minutes, d'aller me poser. Et j'ai dit, dans ce laps de temps, tu dois respecter que je n'ai pas envie de te parler. Ouais. Et c'est pas que je ne t'aime pas, je t'aime, l'amour de ma vie, mais dans ce laps de temps-là, je te demande de ne pas venir me parler parce que tu vas juste rentrer dans ma zone à moi, ma zone personnelle à moi, et j'ai besoin qu'elle se re-remplisse, cette zone personnelle qui vient d'être vidée parce que tu as eu besoin de moi émotionnellement à ce moment-là. Mais Non, moi, tu j'ai vois, besoin de prendre du temps. Moi, ça m'est arrivé hier. Ouais. Ma fille, ben voilà, elle venait sur ma zone, elle m'empiétait, je pouvais pas faire ce que je voulais au niveau de mon travail. Et je lui dis ça m'énerve, Voilà. arrête, tu m'envahis. Je lui dis ça, je lui dis là, tu m'envahis, je ne peux plus. Elle m'a dit ben, tu veux un temps pour souffler? Oui. Ouais, bien. Je suis allée souffler, elle m'a laissé tranquille, elle a joué et elle Voilà. a très bien compris. Mais Voilà. c'est juste que on a mis en place ce fonctionnement. Voilà. Moi, je la respecte quand elle a besoin de souffler. Même des fois, ça lui est déjà arrivé. Bon, c'était il y a longtemps, on le fait plus maintenant, mais de se rouler par terre, de crier. Je lui dis bah écoute, fais-le, souffle, fais ce que tu veux, va faire ton EFT, va faire ce que tu veux. Et ensuite, on revient et on se calme et on pose. Et surtout, et ça c'est important, surtout pour les parents qui nous regardent ce soir, c'est de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé, mettre des mots, Ouais, pouvoir c'est important. dire bon ben qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as réagi comme ça, qu'est-ce qui a fait que tu as réagi comme ça, et ensuite pouvoir en parler et surtout trouver des solutions par la suite pour ne plus que ça se reproduise ou pour que la réaction soit moins forte. Et je vous assure que ça fonctionne et que l'enfant ne pense pas qu'on lui appartient. C'est ça. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Julie. À 150%. L'enfant ne pense pas que vous lui appartenez? Non. Vous êtes sûr de ça? En tout cas, pour ma fille, oui. Ouais. Mais c'est ça, c'était un important, travail voilà. aussi. Mais Bien je pense sûr, que c'est important de se communication. dire, t'as commencé tôt. Ouais. Et elle va grandir avec ce fonctionnement-là et ces valeurs-là. Je pense que c'est pareil avec Lucas et c'est pareil avec Naya. Donc à 2 ans, 5 ans et 7 ans, finalement, ils ont plus ou moins les mêmes comportements. Et je vais pas te dire que c'est des enfants faciles et que ils se roulent pas par terre et tout de temps en temps et qu'ils crient pas et machin, des trucs comme ça, et qu'ils font pas de caprices. C'est pas du tout ça. C'est juste que le moment où ils le font est beaucoup moins... Déjà, dure beaucoup moins longtemps que si je ne connaissais pas tout ça et si on n'avait pas mis ces choses-là en place. Et je pense que c'est important, comme tu disais, de revenir sur ce qui s'est passé,
de remettre des mots sur les émotions et mettre des mots sur la situation et de se dire ok, si ça se reproduit, comment toi est-ce que tu vas réagir? Et nous on a fait un outil à la maison juste pour les émotions, et en fait le fait qu'elle prenne du recul et qu'elle aille me montrer comment elle se sent, déjà là elle est en train de se calmer. Donc elle a l'émotion qui arrive, donc la colère, je sais pas, la frustration, n'importe quoi, et elle va me montrer en fait sur le petit document qu'est-ce qu'elle est en train de ressentir. Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est frustrée? Bon, ma fille n'est jamais triste, mais elle est souvent frustrée. Voilà, elle est souvent frustrée ou en colère, il y a un truc qui ne lui a pas plu, et que c'était peut-être à l'école ou des choses comme ça. Donc elle va me montrer, et juste le temps de marcher, genre de là où elle était à l'endroit où elle peut me montrer ses émotions, déjà ce laps de temps-là lui permet déjà de se calmer. Et en plus, quand elle me le montre après, elle sait que là, on a mis un mot dessus et on va faire des exercices pour se calmer et se détendre et en parler. Voilà. Et des fois, je lui dis aussi, va dehors crier un coup. Voilà. Tout ça, ça fait partie d'un processus qui s'appelle la métacognition, et en fait, qui permet au cerveau, la métacognition. D'accord. Qui permet au cerveau de l'enfant de faire des connexions, en fait, pour pouvoir gérer j'allais dire en amont, le contraire, c'est par la suite, en fait, c'est ce genre de situation, en fait, merci. Ce genre de situation, voilà. Donc il anticipera un petit peu, c'est un petit peu ça ce que ça fait. De créer ces connexions, ça lui fait un chemin en fait pour la prochaine fois. Et du coup, le signal d'alarme dans le cerveau sera beaucoup moins fort en fait. Voilà. Et c'est ça qui se passe. Et les répercussions sont beaucoup plus ténues par la suite, je suppose. Oui. Et puis pour le parent, c'est beaucoup plus facile à gérer. Ça prend moins d'énergie. Ouais. Puis rendre l'enfant autonome sur sa gestion émotionnelle. C'est un outil extraordinaire pour l'âge adulte. Ouais, moi je me dis, mais on aurait dû avoir ça. C'est difficile déjà pour nous, quand on est sous l'emprise de l'émotion, de se calmer, de trouver un moyen, parce que simplement, notre cerveau n'a pas eu ce cheminement depuis petit. Donc pouvoir l'apporter aux enfants de nos jours depuis petit, je trouve ça extra, quoi. Mais permettre à l'enfant de ressentir l'émotion est tout aussi important. Bien sûr, il ne faut pas supprimer les émotions. Bien sûr, c'est vachement important. C'est permettre de le ressentir un temps nécessaire pour bien la ressentir, pour comprendre ce que c'est. Parce qu'il ne faut pas non plus créer, j'allais dire, des frustrations, parce que ça sera encore pire. Si jamais on ne veut pas que l'enfant vit ce moment-là, ça va être l'inverse. Et ça, c'est aussi... L'acceptation est importante de l'émotion. Voilà, on a le droit d'être en colère. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, pouvoir montrer à l'enfant aussi qu'on a besoin de ce temps pour se calmer, parce que nous aussi, on a des émotions qu'on doit gérer. C'est important de montrer aussi cette part humaine, comme quoi on est à l'égal de l'enfant, en fait. C'est ça. Et de se dire, nous aussi, on a des émotions. Voilà. Qu'on est nous vulnérable. aussi, on a le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être en colère. Moi aussi, j'ai le droit d'être en colère. Je t'ai donné ton temps pour te calmer. Accorde-moi le temps pour me calmer, parce que là, je suis en colère. Oui, bon, après, c'est vrai, Vanessa et moi, on se connaît aussi, dans la vie personnelle. Donc voilà, et c'est vrai qu'une fois, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais mis une claque à Naya. Non, j'avais tiré l'oreille. Voilà, j'avais tiré l'oreille, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire spécifiquement, mais voilà. C'est arrivé, et je lui ai dit après, tu sais, je lui avais dit que je pouvais pas l'avoir sur moi parce que j'avais pas envie. Et toi, tu m'as dit, mais c'est bien, tu lui apprends le respect de soi, et tout et tout. Et je lui avais dit que j'étais désolée d'avoir fait ça, que j'aurais pas dû le faire, mais que j'étais à bout, et que c'est vrai que dans ce moment précis là, j'étais fatiguée, j'étais pas émotionnellement disponible, et du coup je me suis excusée auprès de mon enfant d'avoir fait ça. Alors on peut dire que ce n'est pas un geste extrême, c'est pas comme si elle s'est pris une claque ou un truc comme ça, mais c'est quand même un geste violent que j'ai pas forcément envie de transmettre à mon enfant, et du coup c'était important pour moi de m'excuser après et de lui dire que c'est pas quelque chose à faire, et que maman elle est désolée, et que voilà, que je vais essayer à ce que ça ne se reproduise plus, que je peux pas te garantir que ça se reproduise plus du tout, mais c'est quelque chose sur lequel je vais travailler moi, et on va travailler d'ailleurs ensemble. Et du coup elle m'a dit oui, on peut faire toutes les deux, et je lui ai dit d'accord. Voilà. Tu as eu raison de lui expliquer. Vas-y. Je pense qu'on allait dire la même chose. Je trouve ça vachement important quand un parent dit aussi je suis dans l'erreur, je suis désolée, je suis pas parfaite, je suis désolée, j'ai mal agi, on va faire différemment. Et ça, c'est important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important de formuler aussi que voilà, je suis pas parfaite, je suis désolée, j'ai conscience que j'ai mal agi, on va trouver une solution ensemble pour faire différemment, et que de ne plus reproduire les choses. Moi, j'ai toujours dit à mon fils, je suis pas parfaite, je ferai souvent des erreurs,
Et quand ce ne sera pas en accord avec moi, eh ben, je saurais te le dire aussi que je suis désolée. Et comme aujourd'hui, il sait me dire, quand il lève la voix ou qu'il se comporte mal, maman, je suis désolée, je sais que j'ai mal agi, que je t'ai manqué de respect et ça me fait un chagrin. Je lui dis, je suis d'accord, on est d'accord et on s'exprime. Et amener l'enfant, que ce soit une fille ou un garçon, à verbaliser les émotions, je trouve ça vraiment important pour l'adulte en devenir. Ouais. Je t'ai coupé, vas-y. Je ne sais plus. Pardon. Oui, voilà, je disais, c'était bien que tu puisses revenir là-dessus, t'excuser et tout. Et tu disais, tirer l'oreille, c'était pas grand-chose finalement. Mais le fait que tu t'excuses, déjà, c'est super, mais tu banalises pas en fait le geste. Et ça, c'est hyper important. Ouais, tu vois. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de petite ou grande violence, il y a juste la violence subie. L'enfant, il ne sait pas, il n'a pas de degré de violence. Ouais, c'est ça. Pour lui, c'est perçu exactement de la même façon. Et c'est pour ça que c'est important de s'excuser et de revenir dessus et de dire, ce que j'ai fait, c'est mal, j'aurais pas dû. Et d'ailleurs, c'est un des thèmes de l'émission quand Jessie Michel viendra mi-novembre, justement parler de son association contre la violence contre les enfants et la violence domestique. Et justement, elle, c'est vraiment important pour elle de se dire que voilà, il n'y a pas de degré de violence, que c'est pas, il n'y a pas une petite claque ou une grosse claque. Après, bien sûr, oui, je veux dire, pour nous, si on verrait en tant qu'adulte, on dirait tirer l'oreille, c'est une grosse différence entre tirer l'oreille et mettre un énorme coup de ceinture. Finalement, l'impact émotionnel, il est plus ou moins le même chez l'enfant. Au final, et de prendre le temps. Alors, je voulais juste poser une question à toutes les deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a des étapes simples qu'on peut mettre en place vers une parentalité positive et bienveillante, par exemple, comme définir ses valeurs? Est-ce que définir ses valeurs, ça ferait partie, par exemple, de la première étape vers une parentalité positive, bienveillante, consciente, en accord avec soi, en accord avec son enfant? Voilà. Pour moi, je pense que d'abord, il faut être conscient de l'éducation actuelle qu'on donne à son enfant. Ensuite, on va aller balayer le terrain pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, sur quoi on veut aller, placer les barrières de sécurité, justement. Mais si on n'a pas fait ce travail d'abord de se dire « Ah en ce moment, je fais ci, je fais ça, ça me plaît, ça me plaît moins, je veux transmettre ci, je veux transmettre ça. » D'abord, on fait un état des lieux. Ensuite, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut aménager et on fait en fonction. Et toi, tu es d'accord avec... Oui. Vraiment, je demandais... C'est ma copine. Je pense qu'après, on a vraiment des valeurs très communes avec Julie. Je pense en effet où il est important de se poser à un certain moment et de se dire qui je suis et qu'est-ce que je veux transmettre. Est-ce que je suis pour une éducation très carrée, très stricte, avec la punition dans le coin, dans ce cas-là? Ok, si ça fait partie de tes valeurs et que ça fait partie de toi, ça, voilà. Après, ce que je trouve important aussi, c'est quand on est en couple, même quand on n'est pas en couple, il est important de poser ce cadre avec papa. Parce que ce soit une éducation séparée ou dans l'union, il est important que ça aille dans le sens où l'enfant est au milieu. Qu'est-ce qu'on fait pour amener cet enfant à grandir? Qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser affectivement, physiquement? Qu'est-ce qu'on met en place? Et je trouve ça vraiment important de pouvoir communiquer ensemble, papa, maman, pour pouvoir poser les choses. Comment tu amènerais une famille typiquement réunionnaise? On vient toutes de familles créoles, donc voilà, d'endroits différents. Mais comment on amène l'éducation traditionnelle réunionnaise qui ne met pas forcément l'enfant au centre? Comment on amène un parent à avoir cette réflexion de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon enfant? Quelle est la transmission? C'est dur ça. Voilà. Oui, c'est dur parce que encore c'est une question de choix, c'est une question d'évolution de tout à chacun. Oui, je vais répondre à ta question. En répondant à ta première question, parce que tu m'avais demandé tout à l'heure, et j'ai pas eu le temps de répondre, comment est-ce que ça se fait que j'ai fini, comment est-ce que ça se fait que je sois accompagnante à la parentalité? Faut savoir que avant j'étais professeure des écoles et je me souviens d'un moment particulier qui m'a fait me dire il faut que je change de métier. Donc j'enseigne, j'ai toujours enseigné à La Réunion aussi. Je suis issue de famille réunionnaise et je me souviens qu'un jour, il y avait un élève à moi, j'enseigne en milieu spécialisé, donc avec des élèves en situation de handicap, avec des troubles des fonctions cognitives. Et un jour, un élève à moi avait des difficultés à bien se comporter.
on va dire ça comme ça. Donc il frappait, il donnait des coups de ciseaux et tout. Et on avait passé toute la journée à faire en sorte qu'il ne blesse pas ses camarades. Et on a réussi. On avait bossé vraiment beaucoup de choses avec lui. Et à la fin, il était fier, il était super content. 4 heures sonnent, il passe le portail et son papa le voit de loin. Et déjà, je vois, il n'est pas content, son papa. Et le marmaille arrive à côté de lui, il fait comme ça. Ma fine, dia, ou rentre pas croûter la case. Et là, je me suis dit, mince, il vient de se prendre une tollée, alors qu'on a passé toute la journée à dire que c'est pas bien de taper, c'est pas bien de frapper, il faut respecter le prochain et tout. Et là, je me dis, mince, tout ce que je fais, ça servit à rien. Et c'est là que je me suis dit, il faut travailler à plus grande échelle. Il faut diffuser une plus large information. C'est pour ça que l'échelle de la classe, ça ne me plaisait plus. Il fallait que ce soit beaucoup plus grand, en fait. Et du coup, je me disais, mince quoi, c'est comme ça pour beaucoup de familles. Moi, je suis... ma famille est créole. Il y a des hauts, des bas. Voilà, je pense qu'on a tous, toi aussi, tous vécu ça. Mais comme ça... Franchement, j'avais pas vu quoi. C'était en plein milieu scolaire. Il y avait tout le monde qui voyait. En plus, l'enfant, il savait même pas où se mettre. Enfin bon, voilà. Et du coup, c'est comme ça pour beaucoup de familles. Et comment se positionner ? Eh ben, on leur en parle gentiment, déjà pas devant les autres. Et c'est pour ça que je prends cet exemple. Moi, j'ai pris ce papa à part et là, je lui ai expliqué. Vous savez, aujourd'hui, je lui ai appris à respecter les camarades. Ça avait bien marché, il avait bien compris. Peut-être que ça n'aurait pas fonctionné sur tout le mois, mais au moins, c'était rentré. Et du coup, mon travail, il n'a pas fonctionné. Et du coup, je lui ai parlé de moi. Je lui ai parlé de mon expérience à moi. Et là, il m'a dit, les vrais, Madame Chang, m'a fait un effort. Voilà. Mais juste ça, peut-être que ça a fait tilt, peut-être que pas du tout. Mais il était d'accord de poursuivre et d'accord de travailler. Et je lui ai proposé un accompagnement sur mon temps personnel. Et je sais qu'aujourd'hui, ce monsieur, il respecte toute sa petite tribu d'enfants. D'accord. Voilà. La question va se poser sur cette... Bien sûr, il y a ce cas, qui est une réalité déjà d'une part, mais il faut aussi se poser la question de savoir, lorsque un cas, je dis bien un cas, bouleverse l'ensemble, tout le contexte. Et lorsque ça se pose comme question, il est vrai que souvent on remet tout en cause. Là, un père qui, comme ça, parce qu'il voulait, soit parce qu'il était en colère, soit parce qu'il voulait être papa, à ce moment-là, il a voulu se sentir père, il a mis une claque juste pour se faire sentir sa présence. Et la question est, pour nous, qui sommes autour de cette table, et pour vous aussi, qui nous regardez, c'est quelle est la bonne posture. À chaque fois, posons-nous la question, quelle est la bonne posture et pourquoi nous allons prendre telle posture pour ça, pour un tel, pour un individu. Parfois, c'est peut-être pas une question, c'est peut-être pas une question si importante, mais parfois c'est important dans la démarche qu'on met en place que cet élément arrive au bon moment. Et souvent, c'est quelque chose malheureusement que nous voyons, c'est que cette petite chose-là n'arrive pas parce que soit quelqu'un n'a pas joué le jeu, soit quelqu'un n'a pas voulu assumer. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là pour compenser ? Parce que c'est à nous, de nouveau, d'amener l'élément. Et cette question-là, on se la pose souvent parce que quand on dit qu'il faut répondre, il faut amener l'élément, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher au fond de nous les éléments qui vont faire que nous allons pouvoir continuer à construire notre passerelle finalement. Ouais. Non, c'est une bonne réflexion à avoir. Mais je pense que, tu vois, par exemple, un autre professeur, il aurait sûrement rien dit. Il ou elle d'ailleurs, je dis pas. Voilà. Moi, je peux pas. Mais c'est ça. Et je pense que c'est important d'avoir des gens comme toi. Et je vais encore reparler de Jessie parce que c'est important ce qu'elle fait. Mais c'est arrêter de faire l'autruche. Arrêter de se dire je m'en occupe pas, c'est pas ma vie. Non. Non, mais non, je suis pas d'accord. Il y a toujours moyen de discuter. Le plus important dans ce genre de situation où on voit qu'un enfant a mal, où il est en souffrance, quelle qu'elle soit, c'est important pour lui qu'il voit qu'un autre adulte ne s'en fiche pas. C'est hyper important parce que... essayons de se mettre à la place de cet enfant. Est-ce que c'est normal du coup ? Si quelqu'un ne réagit pas, ça veut dire que c'est normal qu'on me fasse ce mal-là ? Et puis, est-ce que c'est de ma faute ? En plus, voilà. Donc la culpabilité, en plus, elle est énorme et... Reste une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un pas vers un enfant, nous avons toujours le souci de relativiser. Parce que c'est important
bien sûr, on en parle, on s'en occupe, nous sommes adultes, nous sommes responsables, et l'enfant est de notre responsabilité. Ça, c'est notre démarche. On est parents, en plus on est parents, donc on va vers l'enfant pour lui montrer qu'il y a un adulte qui est là et qui essaye de le protéger. En même temps, il y a une erreur qu'on fait, c'est que parfois on va trop loin dans notre démarche. On veut essayer De protection? dans la protection. On dit à l'enfant que finalement, il n'a aucune responsabilité, qu'il n'est d'accord. responsable de rien. Et Ouais, ça, non. c'est... Ouais, non. Ouais. Non. En fait, moi, je trouve que, par exemple, ton exemple, Oui. il était bien parce que tu as donné à l'enfant la responsabilité qu'il devait prendre par rapport à ses camarades. Mais après, bon, qui a été détruite complètement par la réaction du papa à ce moment-là. Mais tu as fait aussi ce qu'il faut comme travail derrière, de prendre le temps quand même de lui parler, etc. Après, comme tu disais, toi, tu as décidé d'aller lui parler, mais tu savais pas quel résultat tu allais avoir en face, si la personne allait réagir, si elle allait bien le prendre, clair. etc. Mais tu as fait le choix d'aller le faire quand même. Parce qu'on se dit à un moment donné, et moi, à chaque fois, je dis, c'est pas parce que on va peut-être pas voir les résultats dans cette vie, des choses qu'on met en place maintenant, qu'on va pas le mettre en place. On va le faire quand même, en fait, pour que ça bénéficie aux générations après et aussi aux jeunes adultes que nos enfants vont être. Ce qui nous amène à cette question, et souvent quand on fait une démarche, c'est de savoir pour quel moment on le fait. Pour quand on attend la réponse. On veut une réponse, mais pour quand? Souvent, on dit pas trop tôt parce qu'on a peur que cette réponse soit éphémère. Et on veut pas trop tard parce qu'après, on a peur que l'enfant ne soit plus capable de l'assimiler, de le comprendre. Alors, quelle est la bonne posture quand on fait une démarche pour que cette posture-là s'inscrit dans je dirais, dans les valeurs de l'enfant? La posture respectueuse, tout simplement. C'est je respecte mon enfant et du coup, comme il voit que je le respecte et qu'il va s'imprégner de ce schéma, il va en retour respecter et donner de l'amour. Voilà. S'il reçoit de l'amour, du respect, et ben, ce sera. Mais c'est bien que tu mettes ça en place. Enfin, après, je sais pas quel est par exemple toi ton vécu par rapport au respect de ton enfant, mais je trouve que dans notre société réunionnaise, et j'en parle parce qu'on est toutes les trois réunionnaises et que c'est important de le souligner, que la notion de respect, on a envie de l'avoir automatiquement d'adulte à adulte, mais on se dit pas qu'un enfant a le droit d'être respecté aussi. Et je pense que déjà ça, c'est un truc énorme à changer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Hein. C'est pour parler de ce genre de tabou et de changements qu'on aimerait voir. Parce que je pense que nous, notre génération, on a une approche totalement différente de l'enfant et de ce que l'enfant est en rapport à nous en tant que parents et du fait qu'on doive le respecter. Et je trouve que ça, c'est important. Et du coup, j'en viens un petit peu à ce dont on voulait parler déjà de base. Comment toi, est-ce que tu perçois cette notion de respect avec ton enfant, la relation que tu as aujourd'hui avec son père? Toi, comment tu te retrouves dans tout ça? Alors moi, ça a été ma base. Ça a été ma base parce que quand j'ai grandi adulte, en fait... je grandis encore dans cette notion. C'est très compliqué pour moi, le manque de respect déjà envers moi-même. Parce que je me dis, ma valeur profonde, c'est déjà de respecter l'autre. Et donc, je demande aujourd'hui qu'on me respecte aussi. Donc, c'est vrai que c'est une valeur que j'ai vraiment souhaité transmettre à mon fils. À plusieurs reprises, il m'a dit, oui, à l'école, le copain m'a dit ça, j'ai été blessée, donc qu'est-ce que je fais pour me défendre ? Je dis, écoute, si aujourd'hui ça t'a blessé, est-ce que tu accepterais qu'on te le refasse? Si c'est non, ne le fais pas. Parce que ça veut dire que aussi tu perds le respect de ce que tu es, parce que tu refais quelque chose qui te blesse toi. Donc sois dans le respect de toi-même et sois dans le respect de l'autre. C'est vraiment la base des choses. Après, je peux pas... Est-ce que tu dirais à ton enfant de ne pas se défendre s'il se fait attaquer, par exemple? Je lui dis de tourner le dos. Déjà, dans les répliques verbales, dans l'agressivité verbale, je lui dis que ça lui apportera rien non plus de rentrer dans un jeu d'échange verbal. Ça ne fait que grossir l'agressivité verbale. Je lui dis, dans ce cas comme ça, respecte-toi, tourne le dos et éloigne-toi de cette énergie qui te correspond. Et dans le cas où on voit des enfants qui agressent physiquement les autres, toi, tu serais capable de dire à ton fils, non, le tape pas?
Non, à un certain moment, je lui dis, écoute, tu préviens de serait-ce l'adulte qui est là. Voilà. D'accord. Quand l'adulte n'entend pas, parce que j'ai déjà entendu ça, Oui. j'ai été dire à maîtresse, Ah mais bon, maîtresse... il y en a qui n'entendent pas? Non. Et j'en ai beaucoup rencontré. Oui, ben voilà. J'ai été dire à maîtresse, et maîtresse, elle me croit pas. Maîtresse, elle m'a dit, débrouille-toi. Maîtresse... Oui, mais à un certain moment, il faut que l'enfant aussi se fasse respecter, respecte son corps. Donc, à un certain moment, je lui dis, écoute, oui, défends-toi. Défends-toi ou tourne le dos, va-t'en. Si ça revient à la charge, défends-toi. Je peux pas non plus lui dire, vas-y. Oui, tourne le dos. Ouvre les bras et laisse-toi taper dessus. Oui, voilà. Il y a des limites. Oui, c'est ça. Il y a des limites, tout comme l'adulte, à un certain moment. Juste, pour défendre un petit peu les enseignants en cours de récréation, il doit y avoir au moins une cinquantaine d'enfants qui disent... J'ai expérimenté la semaine dernière. Maîtresse J'ai vu que il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et honnêtement, c'est super dur de trier tout ce qui se passe parce qu'on vient te voir pour un goûter qui est tombé par terre, comme une bagarre, ou voilà. Il y a vraiment de tout. C'est ce que je disais à la maîtresse de mon fils la semaine dernière, c'est lourd à gérer. Il y a un truc qui marche super bien, c'est reste à côté de maîtresse. Voilà, parce que personne va venir embêter à côté de maîtresse, personne, parce que c'est sous les yeux de la maîtresse. Donc, voilà, une petite astuce comme ça. Accepte aussi, c'est ça. C'est ça. Et j'ai rencontré de très très belles maîtresses avec une ouverture et une acceptation de l'émotion, tout comme le contraire. Donc, pour avoir expérimenté l'école la semaine dernière sur un atelier que j'ai fait dans la classe de mon fils, franchement, je suis sortie à la récréation quand j'ai vu le flot d'enfants. Oui, c'est difficile à l'adulte de gérer toute cette masse d'enfants et tout ce qui se passe, ça court, ça... Je comprends tout à fait. Même dans la classe, à gérer 27, je comprends qu'il y a un cadre et il le faut. Après, moi, qui ai un fils hypersensible, quand il rentre à la maison et qu'il dit « Oui, maîtresse ne m'a pas cru, maîtresse ne m'a pas entendu, j'ai exprimé, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai exprimé mon ressenti à maîtresse et rien. » Donc là, c'est difficile aussi. C'est difficile parce qu'on fait un travail, je fais un travail en tant que parent derrière, et c'est vrai qu'arriver à l'école, il y a pas mal de barrières. Il y a pas mal de barrières et du coup, l'enfant, il est entendu, il est écouté à la maison et arrivé à l'école, c'est perdu. Je ne dis pas que c'est partout pareil, je ne dis pas que tous les enseignants sont pareils. Je sais qu'il y a une charge de travail qui est énorme et chapeau parce qu'il y a vraiment... beaucoup de choses qui sont faites. Gérer une classe de 27 comme ça. Le fait est qu'à l'école, il n'y a pas le temps vraiment pour pouvoir écouter les émotions des 27 enfants, parfois même les 32 enfants. Donc on est dans un système où maintenant les classes sont hyper surchargées, où les enseignants sont en grande souffrance, et moi je tiens à le dire parce que vraiment pour y avoir été, je sais que c'est vraiment très très difficile et où chercher le soutien parce que y a vraiment on ne sait plus, on ne sait vraiment plus. Donc voilà. Bah c'est là où tu interviens. Voilà. Alors, je suis juste resté sur ce que vous venez de dire, c'est que lorsque l'autorité n'est plus disponible, lorsque l'autorité n'a plus le temps d'être à l'écoute ou de répondre. Concernant votre enfant, si à la maison, il a l'oreille de sa mère, il a l'attention, à l'école, ce qui change, c'est que il y a des centaines d'enfants. Il y a des personnes relais des personnes adultes relais qui sont débordées, qui sont tirées dans tous les sens. Donc, c'est plus une question de savoir est-ce que votre enfant est encore écouté ou pas, de savoir si votre enfant est encore capable de se dire « Ah, le contexte a changé. Si je dois me faire écouter, il faudra que je change de comportement. Maman à la maison, elle est disponible 24 heures sur 24, elle est là pour moi, ça c'est une chose. Mais là, je suis dans un espace qui est différent. Et c'est pas qu'il n'est pas écouté, c'est que l'espace est différent et que l'écoute est différente. Donc, après, l'enfant s'adapte très bien aussi à ça. Hein. Oui. C'est pour ça qu'arrivé à la maison, il décharge l'émotionnel aussi avec le parent qui écoute. Voilà. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment rendre l'enfant autonome et responsable de ce qu'il ressent et de la manière dont il va le gérer, ça va le permettre aussi à arriver dans un cadre qui est différent, où l'adulte n'a pas forcément le temps et les moyens pour s'accorder sur un enfant. Il va être capable de se dire « Ah oui,
Maman, tout le temps, elle me dit ça. Ok, bon, bah c'est bon, il m'a dit ça. Bon, alors je vais passer à autre chose, je vais aller jouer avec un autre copain. C'est vrai qu'un enfant fait ça. Ouais, Il me dit oui, il m'a dit telle chose. Je dis, c'est ok, dans la classe, il y a plein de copains. Laisse-le se calmer. Peut-être qu'il a une mauvaise journée, va jouer avec un autre, tu reviendras plus tard. Donc, plus on va travailler ça aussi à la maison, plus il va être capable de le faire sans le parent. Il y a quelque chose qui est possible aussi, c'est de lui dire d'apprendre, s'ils en ont envie, et si lui en ressent le besoin, d'apprendre à ses copains, en fait, à ses camarades de classe, à faire comme toi, tu lui as appris, en fait. Donc, à gérer les émotions, à les verbaliser, à faire des petits temps de méditation, voilà, ce genre de choses. C'est ce que tu vois, un groupe de récréation, franchement, ils ont un quart d'heure de récréation, parfois même 20 minutes dans certaines écoles. Ils peuvent tout à fait se mettre en cercle et essayer de trouver des solutions ensemble, faire eux-mêmes leur cercle de parole. Et quand ils arrivent à faire ça, c'est vraiment fantastique. Et à partir de quel âge tu penses que ce serait possible de faire ça à l'école? Écoute, moi j'ai déjà fait ça avec des enfants déficients, avec un âge mental de environ 5 ans. Donc c'est tout à fait possible déjà, même en maternelle, de le faire. Moi j'ai vu ma fille en action le faire à 3 ans et demi, 4 ans. Elle avait une petite dans sa classe qui a alors elle a une maladie, alors je sais plus, c'est une maladie génétique tellement rare, mais en fait il lui manque sur un de ses chromosomes un morceau, donc du coup elle a des retards de parole, moteur, etc., mais c'est vraiment une petite fille incroyable, et du coup elle a des émotions très fortes, et la dernière fois elle pleurait, et puis c'est la fille d'une copine de lycée, donc voilà, et elle pleurait, et du coup je suis arrivée, je me suis baissée à son niveau, et puis je lui ai dit Lia, est-ce que tu as besoin d'un gros câlin? Et comme elle parle pas, elle est juste venue, elle m'a tendu les bras, et du coup j'ai expliqué à Naya que Lia elle est différente de vous, donc elle a des émotions encore plus fortes que vous, et des fois tu peux l'aider. Et moi j'ai vu ma fille prendre le petit copain qui était en train d'embêter Lia, donc prendre le copain, prendre Lia à 4 ans, même pas, elle avait même pas 4 ans, c'est milieu de moyenne section, donc voilà, et elle a pris les deux, et puis elle leur a dit, vous savez, il faut se faire des câlins, il faut pas parler comme ça, c'est pas gentil, et puis tu sais, Lia elle est différente, même pas 4 ans. Donc je me dis, tu vois, finalement, voilà, tu vois, quand on parlait des valeurs, des choses à mettre en place, de la gestion des émotions, tout ça, en fait, moi je trouve que tout s'imbrique. S'imbrique, merci. Voilà. Et tout est important, et au final de le faire depuis petit, ça va les aider, et comme tu disais Vanessa, à devenir des adultes juste incroyables, mais même déjà dans l'enfance, à se dire je suis capable de prendre la responsabilité de mes émotions, mais je peux aussi aider les autres à gérer leurs émotions. Et je me dis, si à 3 ans et demi elle est capable de faire ça, et nous on est aussi capable de le faire. On a juste besoin d'apprendre, comme nous, on apprend à nos enfants à le faire. Et nous, on s'est mis des barrières, en fait, des barrières sociales. Où tu as vu que tu vas prendre ton collègue pour l'emmener là avec l'autre collègue parce qu'ils se sont frités. Voilà, c'est compliqué. Après, franchement, aujourd'hui, tu le ferais pas ? Si. Voilà. Mais tout le monde ne le fait pas, tu vois. Oui, parce que tu as appris à le faire aussi sur toi. Parce que j'ai fait un travail sur moi depuis 3 ans et que maintenant je me dis, ok, est-ce que je vais en mourir ? Pas du tout. C'est ça. Au contraire, est-ce que les autres vont pouvoir y gagner ? Oui, ok, alors je le fais. Voilà. Ou même pas. Et puis finalement, tu te dis, au final, ça leur appartient. Toi, tu auras fait ce que tu penses qui est bon, et tu n'attends pas de retour en échange. Tu n'attends pas à ce que, ça y est, ils vont devenir les meilleurs amis du monde, mais au moins tu te dis, j'aurais fait ma part dans cette situation-là, et j'aurais apporté ce que je peux, moi, sans repartir avec une frustration que peut-être ça ne changera rien du tout, et de laisser ça aux personnes, finalement, avec qui tu travailles. Parce que ça leur appartient. Parce que ça leur appartient. Tout à fait. Voilà. On arrive presque à une minute et demie de la fin de l'émission. J'espère qu'on a abordé les sujets qu'on souhaitait aborder, en tout cas ce soir. La seule chose que je veux dire, c'est que dans quelques temps, ce sera donc Julie qui prendra les commandes de cette... Juliane. Tu as dit quoi, là ? J'ai dit Juliane. C'est Juliane ? Oui. Ah bon, ça a toujours été. Ça a toujours été. Moi, je t'ai toujours appelé Julie. Oui, je sais. C'est pour les amis intimes. C'est quoi ? Je sais plus quoi répondre. Pardon, j'ai déstabilisé. Je suis Juliane, désolée. qui prendra les rênes de cette émission.
Je la remercie de m'avoir mis dans cet embarras. Donc, voilà, j'ai encore 2 émissions avec vous, là, donc, la semaine prochaine et la semaine ensuite. Et le temps de passer le relais, donc, aux filles. Merci. Donc, on avait, je vais laisser présenter les Alors, donc, on invités. avait Julie Chang. Je peux juste dire ça ou faut dire tout le nom? Ok, donc Julie Chang, accompagnante en parentalité. Et vous pouvez la retrouver sur Julie veut bien veiller, donc ton Instagram et ton Facebook. Ouais. On avait Vanessa Barré, donc toi c'est Gayatri réveille son énergie, donc vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux. Voilà, c'est quelqu'un. On en parlera dans une autre émission, mais j'aimerais beaucoup parler de ton activité de Moon Mother et de ce que tu peux apporter aux femmes aussi en tant que dans leur parentalité aussi, en se comprenant plus. Mais on en parlera bientôt. Okay. Et merci Gismi. Et on avait Julie. Juliane, pardon. Oui, c'est ça. Donc moi, entrepreneur, voilà, et plein de choses. Voilà, merci mesdames, ça a été vraiment un moment agréable d'échanger avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis, ça a été, j'espère, plaisant également pour vous. Merci en tout cas Hélène de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite de bien continuer votre soirée sur Télécréole. À bientôt.